Ça, et il se nourrissait comme ça à notre insu, et quand on le voulait aussi pour tester, parce qu'on a quand même essayé non pas de les piéger, mais de voir jusqu'où on pouvait aller dans ces manifestations, jusqu'où notre imaginaire avait ses limites, en quelque sorte. Et un soir, donc, vers 11 h du soir, nous sommes réveillés par un cri strident, semble-t-il associable au cri d'un merle. Et Antoine Divinza va aux toilettes et se sent agrippé, suivi par cette espèce d'oiseau. Hein, on lui dit d'ailleurs que c'est un oiseau qui vous surveille, n'ayez aucune crainte. J'ai senti moi-même, devant l'évier de la maison, une griffe se poser sur mon épaule et je suis resté un peu figé comme ça. Ma mère était là. Commençait à avoir son fourrure traditionnelle et nous avons entendu des voix en disant « il faut que vous partiez tout de suite de la maison parce que nous allons être obligés de vous envoyer des vapeurs chaudes. Laissez votre chien, il ne risque absolument rien, mais vous sortez. Nous sommes en conflit avec des habitants de notre planète, notre endroit, en quelque sorte, pas le mot planète n'a pas été employé, des gens comme nous, hein. Vous n'y êtes absolument pour rien, nous avons un compte à régler, ce compte va être très violent, et dans notre civilisation, les gens qui sont négatifs s'autodétruisent en quelque sorte d'eux-mêmes, et nous avons là quelques comptes à régler, fuyez pour l'instant et partez tel que vous êtes. Ma mère sort sur le palier, il était quand même 11 h 30, minuit moins le quart, sur le palier de la porte, nous descendons les escaliers en courant, chacun avec sa guenille, et ma mère a été entièrement habillée, c'est-à-dire par des mains invisibles qui l'ont respectée, qui l'ont assise sur l'escalier, qui lui ont mis ses chaussures, qui lui ont mis sa robe, qui lui faisaient des chatouilles, la faisaient rire, qui disait à ce moment-là « Ne vous inquiétez pas, laissez le chien, fermez la porte, vous retrouverez tout normalement en rentrant, etc. » On s'est retrouvés en voiture, nous avons pris la route de la plage, et sur la plage, nous sommes arrêtés. Antoine avait une guitare, et dans la voiture, nous sommes arrêtés là pour souffler un moment, pour calmer notre peur, et nous avons assisté à un spectacle absolument extraordinaire de beauté, où nous avons vu une barque qui allait à contresens du courant de la mer, et sous les vagues, il y avait des flammes qui passaient. Et Jean-Claude s'est mis à parler une autre langue, et à dire au revoir à ces gens sur la barque que nous ne voyions pas, mais que lui seul percevait. Alors peut-on dire que les bons viennent d'intervenir dans cette sorte de manichéisme qui régit leur vie, comme la vie de la plupart des gens? On peut se poser la question. En tout cas, une nouvelle période s'instaure pour Jean-Claude, pour Lucette. Une nouvelle période s'instaure parce que des voix vont se faire entendre, des voix très étranges. Je les ai entendues aussi. Je peux en témoigner. Ces voix leur apportent quelque chose peut-être, mais aussi elles leur donnent des ordres. Les voix se sont manifestées. C'est-à-dire elles sont manifestées à travers des ordres. C'était des ordres. On nous donnait aller là, aller à droite, aller à gauche. C'était une époque où on travaillait à la sécurité sociale, où on nous réveillait le matin. C'est assez, si on peut appeler ça une initiation, elle était assez violente. Il y avait le lit qui se levait. Là, il n'y avait que Lucette et moi, hein, pour ainsi dire. Et on partait pratiquement 5 minutes avant d'arriver au travail, sachant qu'à pied, il y avait 20 minutes de marche. On arrivait à l'heure, voire en avance. Mais alors, on faisait une incursion dans ce que tu appelles peut-être l'espace-temps, tu as une dimension qui n'était pas la nôtre, évidemment. Et il y avait ce qu'on peut qualifier d'un assistanat à l'époque total. C'est-à-dire que les voix étaient là pour nous donner des ordres, mais en même temps, on se sentait protégé sur plusieurs plans. Un jour, nous avons un accrochage de la plus grande des simplicités au carrefour du cours Jean Ballard. Tombons sur des Allemands. Jean-Claude s'est exprimé parfaitement en allemand, tout le monde s'est parfaitement compris en allemand, et les Allemands n'ont jamais rien compris à ce qui s'était passé, nous n'avons jamais reçu de constat, il n'y a jamais eu rien eu à payer, et on s'est dit au revoir en allemand, et presque merci beaucoup, excusez-nous de vous avoir dérangé, quoi. C'était complètement fou. Alors que nous savons très bien que Jean-Claude Pantin ne parle pas allemand. Absolument pas, et quant à moi encore moins, et les amis qui nous accompagnent encore moins. C'est quand même fou d'avoir cette possibilité de s'adapter à la situation. Et là, il y a un parrainage de la part de ces gens sur Jean-Claude qui est absolument extraordinaire et incontestable. D'Aki, ça posait comme question
est-ce que nous avons un rôle à remplir? Est-ce que nous avons une mission à accomplir? Et les voix qui commencent à s'exprimer, puisqu'il y a des voix, hein, une des voix a dit, sachez que le seul lien qui existe entre vous et nous, c'est Jean-Claude Pantel. J'avais appris en 1961, 62, fin 61, début 62, que mes parents étaient mes parents adoptifs, c'est-à-dire que je ne connaissais pas réellement mes parents. Daki, ça a remis le problème sur la table en disant, vous avez dit que le lien qu'il y avait entre vous et nous, c'était Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi? Et là, l'un des personnages à qui on peut attribuer la philosophie qui est venue couronner tous ces événements, je peux dire, hein, on peut appeler ça couronner, tous ces événements paranormaux qui ont jalonné notre vie, on peut dire de 1967 à aujourd'hui, a dit, voilà, c'était un jour de l'été 1948, et je passais par là lorsque j'ai vu dans un carton, hein, ça se trouvait dans un carton, du linge qui bougeait, qui remuait. Je me suis approché de ce carton, je me suis trouvé en présence, c'est le personnage qui parle, hein, je me suis trouvé en présence d'un bébé que j'ai transporté à l'assistance publique. Nous sommes dans le cabinet de Maître Patrick Mazzarello, qui est avocat au barreau de Marseille. Et Patrick, tu es un ami de Jean-Claude Pantel. Tu me dis, tu sais, tous ces phénomènes, c'est pas ça qui est intéressant. Et tu me dis, ce sont les messages. Oui, absolument. Je crois que si l'on étudie les grands auteurs, les philosophes, si l'on étudie les grands textes religieux, et que l'on fait un peu du comparativisme, on s'aperçoit manifestement que les textes reçus par Jean-Claude sont d'une qualité exceptionnelle. Je crois que d'ailleurs que le mot est assez faible d'ailleurs pour décrire la chose. Jean-Claude, avant d'aborder les fameux messages qui, au gré des ans, te sont parvenus par le truchement de plusieurs, disons, entités, ce serait bien que tu nous parles un peu de ces entités, que tu nous les décrives, quels sont les noms d'emprunt qu'elles utilisent. Ben, les décrire, ce serait difficile puisque on ne les voit pas. Hein. Du moins, les personnes que j'avais rencontrées, dont nous avons parlé aux abords de la gare Saint-Charles à Marseille, n'étaient pas de la même, je dirais, engeance que ces entités-là. Et ça a été d'abord des voix, qui étaient plus ou moins des voix qui donnaient des ordres. Et puis, on a commencé à instaurer une forme de dialogue. On a posé des questions, on a eu des réponses. Et pour mettre, disons, une identité sur ces voix, ils nous ont donné des noms. Alors, le principal personnage, je vais parler au féminin, hein, bien qu'il n'y ait pas de, à mon avis, qu'il n'y ait pas de sexe hein, dans ces entités, serait Karzenstein. Hein. Nous avons eu affaire donc au début à Vérove, qui semblait être un botaniste qui s'occupait de plantes. Hein, donc c'était à l'époque où j'habitais les Chartreux à Marseille. Il y avait Gigor, et puis il y a eu évidemment Rasmussen. Rasmussen qui est arrivé un jour en tant qu'envoyé du maître, on ne savait pas trop bien ce que c'était, et qui lui a donné, je peux dire, le maximum des messages qui sont contenus dans ce cahier, puisqu'on a tout retranscrit. Ces messages ont été enregistrés évidemment sur des cassettes audio. Et avec mon ami Jean ici présent et un autre ami qui depuis hélas nous a quittés, nous avons retranscrit ces dires, hein, et on en a fait ce qu'on appelle nous des textes. Ce n'est pas une doctrine, je tiens à le préciser déjà, c'est de la philosophie, c'est peut-être un comportement qu'il faut aborder par rapport à soi-même, en marge de toute idéologie et directive, je dirais moi. Donc c'est à partir de ces textes-là qu'avec Jean-Claude Pantel, que j'avais connu très peu de temps avant, on s'est en quelque sorte attaché à en faire une approche interprétative qui nous a semblé sur l'instant être la plus plausible possible. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est essentiel dans le message,
c'est que l'espèce à laquelle nous appartenons, bien entendu, est une espèce limitée, cela va de soi, dans la mesure où nous sommes géométrisés. La géométrisation, ça signifie une forme, la forme que nous avons en tant qu'être humain, au niveau de l'amalgame cellulaire que nous constituons, comme toutes les espèces. Nous sommes soumis